Et donc aujourd'hui, je suis super contente de parler food tech avec des entrepreneurs que j'admire et que j'adore. Je vais leur laisser la parole tout de suite pour une courte intro. Myriam, je te laisse commencer. Honneur à toi et à l'intendance. Pour nous parler de l'intendance, donc Myriam avec l'intendance, Thomas avec OE, le fondateur de OE, et puis Jean qui a monté Phoenix. Donc, 3 super entrepreneurs. Je leur laisse la parole tout de suite. N'hésitez pas, donc je reviens sur les règles du webinaire, à lever la main pour parler parce qu'on n'est pas beaucoup, donc je pense qu'on pourra vous laisser parler ou alors poser votre question dans le chat. Je ferai la modération. On a une petite ligne directrice pour ce talk, mais on le veut le plus interactif possible. Et donc, pour notre panel, Thomas, Myriam, Jean, on a majoritairement des entrepreneurs à 30%, quelques employés un employé de start-up, investisseurs et étudiants. Donc, on a un peu de tout. Une audience un peu diversifiée et puis ça risque de changer. Voilà, Myriam, je te laisse commencer. Donc, courte intro peut-être sur qui tu es, qu'est-ce qu'est l'intendance et juste ton parcours, peut-être ton background avant de monter l'intendance et la mission du coup que vous souhaitez porter. Je te laisse la parole. T'es en mute. Malin. Donc, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation. Donc, je m'appelle Myriam Benoît, j'ai 32 ans et je suis la cofondatrice de l'Intendance, qui est le premier site pour faire toutes ses courses sans plastique avec un système de consigne généralisé sur les éléments en verre. Et donc, on est parti du principe que chaque année, un tiers des 400 millions de tonnes de plastique qu'on produit sont dédiés aux emballages et que malheureusement, les emballages sont générateurs d'émissions de gaz à effet de serre lorsqu'il s'agit de les incinérer ou de les enfouir, et que le plastique n'est pas biodégradable. Donc, si on veut avoir un impact à son échelle, il faut se mettre au vrac. Et le vrac, elle vend en poupe, sauf que ce n'est pas pratique pour les consommateurs et ni pour les producteurs et fournisseurs, parce qu'il faut s'adapter au vrac et gérer la logistique du retour des contenants. Donc, on a voulu digitaliser cette offre pour proposer un grand nombre de produits au même endroit et rendre pratique cette transition vers un mode de consommation plus durable. On est une petite dizaine de personnes. L'Intendance existe depuis à peu près depuis septembre 2019 et on livre partout en France. Donc, c'est un site internet. C'est un site, ouais. C'est pas une appli encore, c'est juste sur le web. Absolument, c'est un site internet, on n'a pas d'application, probablement que c'est à venir, mais oui, c'est complètement en ligne. Et puis après, les clients déclarent le nombre de contenants qu'ils souhaitent rendre et les rendent lors du passage du coursier. Et nous, ensuite, on s'occupe de laver et de rembourser 1 € par contenant consigné et de remettre en circulation. Ok, donc tu n'as pas besoin de contenants pour ton vrac, tu apportes les contenants, tu les rends. Et en termes de type de produit, vous avez toute une gamme d'épicerie, c'est ça et ça va jusque la DPH, l'hygiène. Alors justement, oui, le but, c'est vraiment de montrer qu'on peut faire toutes ces courses au même endroit. Donc là, aujourd'hui, on est à environ bientôt 800 produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien. Et en fait, chaque nouveau territoire qu'on va conquérir en proposant des produits sans plastique, il y a un peu une nouvelle terra incognita. Et le but, c'est vraiment d'être le single shop, le point où on peut faire vraiment toutes ces courses sans plastique. Ok, super. Et donc, ton background, avant de monter l'intendance, du coup? Donc, moi, mon background, je savais que je voulais créer une entreprise à impact depuis assez longtemps. Donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en capital risque rapidement, puis en BI chez Rocket Internet et pour apprendre à coder et à gérer des bases de données. Et ensuite, en publicité programmatique dans une entreprise à tech pour travailler avec des grands comptes et avoir une meilleure compréhension produit, data, avant de lancer l'Intendance. Ok, super. Et tu es seule ou tu as Non, j'ai une cofondatrice, Noélie Lemact, et une super équipe qui s'agrandit petit à petit. Qui délivre. Bon, merci beaucoup Myriam. Thomas, tu nous présentes ton parcours et OE. Merci Sarah pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, les arts et métiers. Après, j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal, à la coordination des lancements, chez Lancôme, ensuite chez Yves Saint Laurent pour la France. Après, j'ai fait un passage chez Danone.
Et c'est une année pendant laquelle j'ai fait un MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de monter une boîte qui ait du sens, qui soit cohérente, qu'on appelle maintenant à impact. Et puis à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai rencontré FX, mon associé maintenant, cofondateur avec moi donc, qui lui bossait dans le vin. Et on était bien conscient que dans l'univers du vin, il y a quand même des vrais soucis sur la partie pesticides. La vigne, c'est 4% de la culture, c'est 20% des pesticides. Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé, donc ça pose beaucoup de questions pour la biodiversité, pour les vignerons, pour les consommateurs. Et puis, quand on fait tout le bilan carbone de la filière, il y a aussi des sujets autour de la bouteille, du recyclage. Et du coup, chez OE, tous les vins sont bio, vegan, zéro pesticide. On a une grande attention sur tout l'aspect packaging. On est la première boîte en France dans le vin à remettre en place la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. Et après, au-delà du contenu et du contenant, on veut être très cohérent dans la manière de construire l'entreprise. Donc, on est transparent sur le salaire, on négocie pas les prix avec les vignerons, on compense en carbone nos émissions qu'on essaie de diminuer. Voilà, là, on est en train de changer de banque, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie d'être très cohérent. C'est ça qui nous anime. On est 17, on est à Lyon et on se déploie bien. Voilà. Donc, pour les participants, vous avez vos propres vins, OE, et vous participez aussi, enfin, vous êtes avec des vignerons, c'est ça? Vous travaillez avec Des vignerons partenaires, des vignerons et vigneronnes de toute la France. Et tous les vins sont brandés OE, mais en même temps, on est très transparent sur qui sont ces vignerons. On les connaît très bien, on bosse avec eux dans le temps long. On construit avec eux aussi parce qu'on contribue à hauteur de 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité, pour travailler avec les vignerons, pour mettre plus de biodiversité encore dans les villes, etc. On croit vraiment à ça. Voilà, on essaie de faire moins mal sur les aspects opérations, etc. Moins de carbone, moins de déchets, moins de tout ça. Mais plus de bien du côté de la vigne, des vignerons, parce qu'on peut mettre plus de biodiversité, plus d'écosystèmes, plus d'équilibre. Et je trouve ça assez intéressant, ce mix-là. Et vous avez combien de vignerons aujourd'hui, partenaires? On a une bonne dizaine de vignerons, 12 vignerons et vigneronnes. Où ça, du coup, toute région? Ouais, toute région, enfin pas toute région. On n'a pas encore toutes les régions, mais en Alsace, Languedoc, Bordeaux, Côte-du-Rhône, etc. Donc, on n'a pas encore de Bourgogne, on n'a pas encore de Loire, mais un jour viendra. Et vous ne faites pas de champagne encore, je crois. On n'a pas de champagne, on a un crément et on vient d'annoncer un Saint-Émilion Grand Cru hier. Trop bien. Ok, super. Merci beaucoup, du coup, Thomas, trop bien. Jean, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jean. Je suis le cofondateur de Phoenix, une startup de la Tech for Good qui est dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, la seconde vie des invendus. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? On récupère, enfin, on valorise tous les invendus de la chaîne alimentaire. Donc, ça va de. On n'est pas chez les producteurs, mais on est à partir de l'industriel, que ce soit Danone, une usine, qui ont des produits déclassés hors calibre. On est dans la distribution, les Leclerc, les Biocoop, les Bio C'est Bon, les Carrefour Market, etc., qui ont des produits en date courte, J-2 ou J-1. Et au lieu de mettre ces produits à la poubelle, en incinération, en enfouissement ou chez un gestionnaire de déchets traditionnel, nous, on propose 3 filiales. La revente à petit prix pour les consommateurs sur une application mobile qui s'appelle l'application Phoenix, qui permet aux consos de racheter des invendus. Ce qui n'a pas été racheté, c'est donné à des assos caritatifs sur une plateforme qui digitalise et qui généralise le don alimentaire des invendus aux plus démunis, donc les Restos du Cœur, le Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et consorts. Et puis dans un troisième temps, on fait venir des filières animales, des SPA, des centres équestres, des parcs animaliers. Et donc le but est d'arriver au zéro déchet. Et alors, juste en quelques chiffres, la boîte a 7 ans maintenant, ça fait quand même un bail. On est 220 dans l'entreprise. Et cette année, on est sur 100 millions d'euros de volume d'affaires, 100 millions d'euros de GMV, comme on dit chez Partech. Donc, de produits qui transitent par nos différents canaux de valorisation, ce qui fait un chiffre d'affaires qui est autour de 15 millions d'euros. Et voilà, on a fait un parcours classique, enfin classique. J'espère qu'un jour il sera plus classique, mais aujourd'hui, on a fait seed, série A, série B. Et dont on est très fiers, c'est l'impact. On a sauvé de la poubelle 150 millions de repas depuis 2014. Et là, on est sur un rythme quotidien où tous les jours, on sort de la destruction 130 000 repas. Donc voilà, très fier de combiner à la fois croissance, voire hyper-croissance et impact. Et mon parcours à moi, j'ai 37 ans, j'ai 2 petits-enfants et j'ai... Enfin, 2 enfants, je ne suis pas encore grand-père. Et j'ai fait de la finance avant pour un job qui me semblait avoir plus de sens et plus d'impact. Et donc, j'ai abandonné le M&A pour l'entrepreneuriat à impact. Et vous êtes sur le marché français ou international, uniquement France?
Alors, on est dans 5 pays, mais à date, 85% des flux, c'est la France. Le pays qui marche le mieux derrière, c'est l'Espagne et le Portugal. D'accord. Et on a lancé au mois de mars, en même temps, Italie et Belgique. Enfin, quand je dis Italie et Belgique, en fait, c'est Bruxelles et Milan, quoi. Ok. C'est plutôt des villes que des pays. Mais oui, on a commencé l'expansion. Trop bien. Ouais. Alors, ma première question, on ne l'avait pas forcément préparée en préparant le talk, mais elle m'est venue quand même. Est-ce que la crise qui a eu lieu cette dernière année a changé les choses sur le marché de la food tech et notamment sur vos business respectifs? Est-ce que ça l'a impacté? Est-ce que cette période, vous la voyez comme une sortie de crise et ouvrir des potentiels marchés? Ou est-ce que ça a pas forcément beaucoup d'impact sur vos business? On parle d'un nouveau monde, tu vois, notamment sur la consigne, etc. Est-ce que voilà, les gens ont envie d'aller sur des problématiques à plus qui ont, tu vois, d'acheter et de consommer des choses qui ont plus de sens, moins d'impact carbone. Est-ce que vous ressentez ça, cet engouement? Alors, je pense que Thomas, toi, tu ressens un peu l'engouement médiatique autour du truc. Oui, a bien cartonné là, ces dernières semaines. On en parlait juste avant le talk, tous les deux. Donc, tu peux peut-être commencer là-dessus. Et puis, je laisserai après la parole, quand vous intervenez, Jean-Myriam, avec plaisir aussi. C'est une bonne question. Nous, c'est vrai qu'on est en bonne croissance. Là, on tient un trend de x7 par rapport à l'an dernier. Et, euh, et en fait, on voit une vraie prise de conscience de plein d'acteurs, mais même des anciens acteurs un peu traditionnels qui ne sont pas dans ces questions de bio, consigne, sens, etc. Mais on voit une prise de conscience. Si ce n'est pas des acteurs en tant qu'entreprise, c'est de leurs équipes. Et leurs équipes viennent nous contacter en disant, bah, je veux que dans ma boîte, il y ait ces vins-là, je veux que dans ma chaîne, je veux que dans mon resto, je veux que, voilà, dans mon épicerie, etc. Je veux avoir ces vins-là pour contribuer moi aussi à la consigne, avoir une offre plus cohérente, qui a plus de sens, etc. Et donc, c'est des petits acteurs, mais c'est aussi parfois des très gros avec qui on échange. Voilà, donc ouais, on sent ça et tant mieux, c'est bien de voir ça. Je trouve que j'ai l'impression que les salariés aussi ont pris leur rôle plus à cœur et sont conscients de l'enjeu et du pouvoir qu'ils ont aussi de changer de l'intérieur leur boîte et par leurs achats, pour le coup, nous, c'est ce qui nous concerne. Donc ça, oui, nous, on voit clairement la différence et je pense qu'on peut dire qu'on voit un avant et un après crise. Après, chez OE, on a aussi énormément évolué, on a lancé la consigne pendant cette année un peu spéciale. Donc forcément, c'est un peu biaisé, mais on sent un vrai appétit là-dessus, quoi. Ça a été une période créative, en fait, aussi pour OE, de retrouver d'autres canaux, des choses qui étaient dans les cartons, hein, la consigne, depuis un moment, et de se dire, bah, en fait, c'est peut-être le meilleur moment pour lancer quelque chose de très, très innovant. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu un gros focus B2B. Ouais. Là, on a perdu ce qui faisait 70% de notre chiffre avec l'événementiel et les restos. Et pour autant, bah, on tient un bon train. Donc, on a su aussi se renouveler et puis bah, apporter beaucoup de créativité, beaucoup de confiance et puis de cohérence, de transparence. Et donc, tout ça, ça a répondu aussi à toutes ces envies que le virus a mis en avant, je pense. Et notamment sur la GD, du coup, Thomas. Enfin, en fait, vous bossez de plus en plus avec des grandes enseignes. On les citera pas forcément, enfin, c'est toi qui me le dis, mais du coup, qui se posent la question d'aller vers ce type. Et donc, il n'y a plus les gentils, les méchants, quoi. Il y a tous les acteurs qui vont vers un même élan, vers ces sujets à impact, quoi. Ouais, exactement. Juste là-dessus, bah, nous, un de nos gros chevals de bataille, c'est la consigne et le zéro déchet sur la partie supply chain. Et on a des gros acteurs. Donc là, typiquement, on vient d'annoncer une nouvelle gamme de vins, différente des vins OE, qu'on rentre chez Carrefour, entre autres, au national. Et donc, sur ces vins-là, bah, on va essayer aussi d'en profiter pour essayer à notre niveau, avec notre petit pouvoir à nous, de contribuer aux causes qui nous tiennent à cœur, quoi. Trop bien. Myriam, pareil, sur la même question, est-ce que toi, tu as été très impacté? Alors, c'est différent parce que toi, tu n'es pas sur du B2B, donc tu es sur un format plutôt B2C avec des gens comme nous qui se sont dit, bon, faut peut-être qu'on arrête de voyager à l'autre bout du monde pour 4 jours, qu'on consomme différemment. Je pense que franchement, il y a eu quand même une prise de conscience pendant cette année. Est-ce que le business en a souffert ou toi, ton business a plutôt évolué dans le bon sens? Alors, nous, on a vraiment vu l'évolution d'un point de vue consommateur parce que le vrac est bien installé dans les habitudes de consommation des Français. Il y a 10% des foyers français qui consomment en vrac au moins une fois par mois. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas quelque chose qui concerne les bobos parisiens, mais la moitié des consommateurs de vrac sont ruraux, sont partout en France.
Et donc, suite à la crise du Covid, il y a eu une digitalisation des courses de manière générale. Donc, on a vu l'essor d'autres catégories de personnes qui commandaient sur l'intendance. Et ça nous a permis de bien progresser l'année dernière. Et justement, ça nous a amené à internaliser la logistique et à vraiment nous préparer pour de la croissance. Et d'autre part, nous, ce qu'on a constaté cette année, c'est surtout un engouement pour le sujet de manière générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de la Convention citoyenne pour le climat, de la loi climat résilience, de comment ça se passe la consigne, comment ça fonctionne et qui sont les acteurs en place. Donc oui, cette année était très bénéfique pour le vrac, la réduction des emballages et la consigne en général. Et c'est que le début. Ouais, on a l'impression qu'il y a au-delà de l'engouement médiatique, il y a un engouement citoyen en fait autour de ces sujets. Et on est tous tout petits, mais collectivement, on fait quand même des choses qui sont assez chouettes, les marches pour le climat et puis tout ce qui se passe autour et qui va aussi très très vite avec l'essor des réseaux sociaux et notamment chez les jeunes générations, quoi. Nous, ça fait sourire certains, mais c'est un bon exemple, on va parler talent bientôt. Les stagiaires ou les juniors, il n'y en a pas un qui ne nous sort pas l'impact, les sociétés à impact. Est-ce que vous bossez avec des sociétés à impact? Est-ce que vous financez des sociétés à impact? Et c'est devenu un critère pour rejoindre une boîte aujourd'hui, quoi. Donc, je comprends tout ce que tu dis. Trop bien. Jean, tu vas ajouter quelque chose là-dessus? Moi, je peux juste faire un retour d'expérience sur les 18 mois écoulés. Alors, nous, déjà, disclaimer, on fait partie des gens on n'a pas été contracyclique, on n'est pas un zoo, donc il y avait eu l'effet d'aubaine, mais on a eu la chance d'être hyper résilient parce que nos clients, c'est de la distribution. Et donc, c'est des gens qui ont plutôt cartonné pendant la crise. Donc, nous, ça s'est passé de façon suivante. Au tout début du confinement, au mois de mars, il y a un an, on a eu un gros pic d'activité parce que toutes les cantines d'entreprise, les restaurants qui fermaient ont vidé leur frigo et donc on a eu un afflux massif de supply sur nos plateformes. Après, ça s'est calmé parce que les magasins étaient dans le rush, ils étaient quasiment en rupture de stock et ils avaient des files d'attente de 2 heures devant chez eux. Et après, on a repris un rythme quasiment normal. Donc, au final, nous, on a fait une année 2020 qui était égale à 2019, ce qui est un moindre mal, quoi. On n'a pas fait de croissance, mais au moins, on a vraiment limité la casse et on n'a pas fait de chômage partiel, très, très peu, et pas de licenciement. Donc, voilà. Et après, nous, il y a 2 choses qu'on a notées quand même qui allaient dans notre sens. Bon, le premier, c'est que dans l'aide alimentaire, il y a malheureusement plus 40% de bénéficiaires. Donc, des nouveaux publics un peu fragiles, donc des gens, des étudiants, des gens qui vivaient soit de travail au black, soit de petits boulots comme babysitting et tout, qui ont été complètement cutés, donc des gens qui étaient en galère de revenus. Okay. Et donc ça, il a fallu mettre des produits en face pour nourrir toutes ces bouches. De la pauvreté. Ouais, et même chose sur l'application mobile, on sent 2 trucs. La première, c'est que les gens cherchent à faire des économies sur leur pouvoir d'achat et sur leur courses alimentaires. Donc, on a fait x6 en téléchargement sur l'appli. On était à 300 000 téléchargements début 2020 et on est à 2 200 000 maintenant. Ah, mais c'est monstrueux. Parce que les gens, il y en a qui sont au chômage partiel, il y en a qui sont en activité réduite, il y en a qui n'ont pas eu de pige, etc. Donc, s'ils peuvent économiser 200 € par mois sur leur budget alimentation en achetant des invendus, ils le font avec plaisir. D'autant que, et ce sera mon dernier point, je pense que c'est là que les acteurs, à la fois nous, nos concurrents, Myriam, Thomas, etc., je pense qu'on a réussi un truc, c'est de rendre ces sujets-là sexy. Il y a 2-3 ans, c'était acheter des invendus, ça faisait fuir les gens. C'était assimilé à du déchet, c'était sale. Au mieux, c'était de l'entrée de gamme et lesradins.com. Ouais. Et pareil, tu vois, le truc de vrac, de zéro déchet, de consigne, c'était un truc de militant un peu radical. Et maintenant, c'est devenu non seulement mainstream, mais presque cool et tendance. Donc, on a bien réussi à renverser la perception sur ces sujets-là. Et je pense que du coup, ça amène le prochain sujet. On a fait du coup un talk sur aussi la seconde main et notamment dans l'habillement, quoi. Et voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le sujet est devenu trendy d'acheter ses fringues en seconde main. Alors moi, perso, je l'ai toujours fait, mais tu vois, mes copines, s'ils ont tous mis là, avec Vinted et tout, et ce qui n'était pas du tout le truc. Enfin, c'est fou à quel point les tendances peuvent aller vite. Et je pense que sincèrement, on va en parler aussi, les réseaux sociaux et comment vous utilisez les réseaux sociaux. Enfin, vous êtes quand même
des NVB pour certains et vous êtes né avec les réseaux. Donc, je pense qu'il y a un essor qui peut être assez rapide et puis quand tu as des relais d'opinion aussi. Mais donc, ma première question, c'est peut-être pour toi, Jean, qui a été assez pionnier. Finalement, c'est exactement ce que tu disais il y a 7 ans. D'aller sur des invendus, c'était peut-être pas si cool. Donc, est-ce que c'est facile d'être pionnier? Est-ce que c'est plus facile d'être suiveur? Comment vous voyez le truc? Et notamment, j'aimerais bien aussi avoir ton retour d'expérience sur le sujet de la levée de fonds. Est-ce que c'est maintenant sexy? Est-ce que ça l'était par le passé? Est-ce que tu as galéré à lever des fonds? Parce que je crois qu'on a pas mal de gens et d'entrepreneurs sur le sujet qui écoutent le talk. Ouais, alors nous, on a 2 activités. On a une activité legacy qui est plutôt du B2B, donc qui consiste, comme j'ai dit, à digitaliser le don aux assos. Et là-dessus, on était les pionniers et on est leader du marché. Et en fait, on a été les market makers, comme on dit dans le jargon. Donc, on a évangélisé, on a créé le besoin, on a répondu au besoin, on l'a identifié. Donc, on a fait toute la phase d'évangélisation. Ce que j'en retiens, c'est que c'est long, quoi. Les cycles de vente sont assez longs. Faire monter la mayonnaise, ça prend du temps et tu fais le travail pour tout l'écosystème. Et du coup, tu as des nouveaux entrants qui peuvent te laisser faire les 2 ans un peu bâtard où tu prends les portes et tu essuies les plâtres. Et derrière, ils t'ont observé dans l'ombre et puis ils font moins d'erreurs, ils vont plus vite et ils te rattrapent. Mais quand même, tu as une prime tout le côté cool, c'est que tu as toujours le côté pionnier, visionnaire et la légitimité du leader. Après, sur l'autre pilier B2C d'application mobile, on n'est pas les seuls sur le marché. Et on est plutôt en mode second mover, fast follower d'un acteur danois qui s'appelle Togo, pour ne pas les citer, qui est né à Copenhague en même temps que nous, en 2014, qui arrive en France quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard. Et pour le coup, c'était presque, tu vois, au départ, la concurrence, ça me faisait peur, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, avec le recul, je trouve que c'est quasiment plus simple quand tu viens comme ça concurrencer un acteur déjà établi. Et par rebond, tu récupères forcément des parts de marché. Vu qu'il y a 2 équipes commerciales qui évangélisent, tout va plus vite, les clients basculent plus vite dans le délire. Et à choisir, je pense que je préfère être un second mover qu'un pionnier. et donc, la deuxième question sur la levée de fonds, là aussi, ça a vachement évolué. Je pense que c'est un truc moi, qui me sidère. Quand on s'est lancé, les fonds d'impact, je ne vais pas critiquer, mais je vais être quand même assez transparent. Radical Candor, ils étaient un peu nulle part. En tout cas, c'est pas qu'ils étaient nulle part, mais il y en avait peu déjà. Ouais. C'était pas l'ADN de Partech, tu vois, typiquement. Et c'était parce que je leur en veux pas, je suis pas en train de tirer sur l'ambulance, c'est juste que ils n'avaient pas connu c'était moins à la mode, il y avait moins de boîtes ambitieuses qui scalent, etc. Et ils avaient connu assez peu de success stories, ils avaient accompagné assez peu de boîtes. Donc dans l'accompagnement extra-financier, il n'y avait pas grand monde, ils ne savaient pas faire, quoi. Notamment dans la tech, parce que les boîtes de l'ESS à l'époque étaient plutôt low-tech. Et en plus, sur l'ADN en tant que tel du montage financier, c'était toujours des petits tickets, des petites valos, des tranches, des OC. Enfin, tu vois, tout était compliqué, quoi, tout prenait du temps et tout. Et je trouve que ça a changé. Et entre notre seed et notre série B, c'est le jour et la nuit, quoi. Et maintenant, j'accompagne des boîtes en levée de fonds et je me rends compte que on a encore passé un nouveau step et que je pense qu'il y a 2 phénomènes. Il y a à la fois les fonds d'impact traditionnels qui commencent à regarder ce que font des Partech, des Alven et qui commencent à s'inspirer de ces méthodes-là, de l'ambition et des montages et de la capacité à prendre des risques sur des gros montants et des grosses valos, du cash out, etc. Et en face, tu as les fonds normaux qui commencent à converger vers les fonds d'impact, à regarder comment ils font. Donc, voilà, je trouve que l'écosystème catch-up et que dorénavant, il y a moins de dichotomie, il y a moins de différence, mais on revient de loin, ça c'est sûr. Ouais, puis il y a un phénomène où il y a beaucoup plus d'argent maintenant que par le passé. Il y a une maturité de l'écosystème. Enfin, tout va dans le sens de l'histoire et du coup, la food tech en bénéficie. Mais du coup, merci beaucoup, Jean, pour le retour d'expérience. Du coup, Thomas, Myriam, pionnier, suiveur. Thomas, en fait, toi, tu es un peu pionnier aussi quand même sur le sujet. Hein. Ouais, nous, sur la consigne, typiquement, on est pionnier. Et puis, sur cette grande transparence qu'on a dans le vin, je pense qu'on a aussi, si on focus sur la consigne, vraiment, il y a 1 an, on me disait, mais ça ne marchera pas, quoi. Tu fais fausse route, texto, on m'a dit ça. Et en fait, je me suis dit, mais ça a trop de sens pour qu'on ne le fasse pas, quoi. Et donc, en fait, je ne me suis pas trop posé de questions. Juste, on y va et puis on voit ce qui se passe. Et bizarrement, ça marche, quoi. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi de se dire que nous, à l'époque, on était 10. Et à 10, tu peux bouger une filière, quoi, qui est assez monumentale, celle du vin en France.
Grâce à ça, entre autres, on a eu le prix d'innovation de la revue du vin de France, etc. Donc, tu vois, des vraies reconnaissances du milieu. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que ça rend aussi, enfin, ça montre que en tant que petit acteur, on peut aussi faire de belles choses. Et puis, montrer la voie. Demain, on va être suivi par d'autres très gros. Effectivement, peut-être qu'on a essuyé tous les plâtres et un peu mis en place les bonnes briques. Mais tant mieux. Je veux dire, le but, c'est que les choses changent, en tant qu'entreprise, avec un S à la fin, on y aille et on contribue à faire bien. On a toutes ces bouteilles qui nous passent dans les mains. Dans toute cette filière vin, il faut que ça bouge, quoi. Et donc, tant mieux. Moi, je suis assez heureux qu'on ait pu montrer la voie et on a encore plein de choses à faire. Et tant mieux si les autres nous suivent, tant mieux, quoi. Ouais. Et côté levée de fonds, du coup? Et côté levée de fonds, nous, on a levé des fonds l'an dernier. On avait fait déjà un Love Money il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Là, en ce moment, j'ai quelques fonds qui me font signe aussi. Et tant mieux. Je pense qu'à la fois, les fonds ont des besoins et ils veulent, parce qu'eux aussi ont leur LP qui leur demande d'investir dans l'impact, parce que les gens veulent contribuer humainement. Ils veulent que leur argent serve à quelque chose de positif. Et puis, je pense que les fonds ont aussi compris que dans l'impact, il y a aussi de la rentabilité, il y a aussi du sens. Je veux dire, nous, au Phoenix, c'est un très bel exemple. Je veux dire, c'est du pur impact et financièrement, ça fonctionne, quoi. Je pense qu'on a un bel exemple aussi et il y a plein d'autres boîtes comme ça. Et donc, ça a du sens aussi purement financièrement, quoi. On a ce recul maintenant qu'on n'avait pas à l'époque où Jean, toi, tu as monté et où on n'était plus sur un mix entre être engagé, une asso, enfin, on ne voyait pas le ROI sur ces projets qui sont maintenant beaucoup plus simples. Et puis, encore une fois, ce sera une des prochaines questions, mais les consommateurs ont complètement évolué sur leurs habitudes d'achat. Et la RSE et tout ce dont on parle, l'impact, ça devient au cœur des sujets. Ouais, à l'époque, c'était moins. Ouais, soit tu étais une asso, c'était un peu catalogué, quoi. Soit tu étais dans l'impact, tu étais une asso, ou tu étais un truc enfin, tu vois, anticapitaliste, l'argent est tabou, les levées de fonds, c'est une option, etc. Et aussi parce qu'il manquait le rôle modèle, mais tu vois, maintenant que tu as des back market, tu en as d'autres, je pense que les gens ont compris qu'on pouvait concilier impact et croissance. Ouais. C'est pas incompatible. Myriam, toi, ton sentiment, du coup, sur côté suiveur, le pionnier, assez pionnier aussi. Ouais. Nous, on est l'Intendance, c'est le premier site au monde pour faire toutes ces courses. Enfin, on est 100% zéro plastique avec une consigne généralisée sur tous les éléments en verre. Ouais. Donc, clairement, on propose quelque chose qui est assez novateur. Et quand on a proposé, par exemple, le lait consigné, la crème consignée, on avance en apprenant, mais je pense qu'on sera probablement amené à être fast follower quand je vois ce qui se passe au UK avec de Modern Milkman, aux US avec Zero Groceries ou aux Pays-Bas avec Peter Pot, ou si un acteur français s'y essaie. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, on fait le marché, c'est assez. On propose quelque chose d'assez innovant et c'est assez agréable. Et sur la partie levée de fonds, j'ai l'impression que, comme tu disais, Jean, probablement qu'au départ, c'était très compliqué et que le financement de l'impact a émergé, mais plus sur de la série A et sur de la série B, parce qu'il fallait quand même se rassurer. Et sur le seed, j'ai l'impression que c'est aussi un sujet de 2021, que la plupart des fonds seed d'amorçage sur l'impact sont finalement très, très récents. Tout simplement, alors là, c'est un peu le point de vue de l'investisseur. Beaucoup de fonds se sont levés avec une thèse d'investissement pour des LPs sur l'impact, avec la ligne impact, diversité. Et c'est demandé par le marché, quoi. Tu as cette boucle vertueuse consommateur, entrepreneur, du coup, LPs, employer branding, qui est hyper vertueuse. C'est vraiment la roue du truc, quoi, qui se répond. Et donc, les fonds, en effet, qui se sont levés plutôt sur ces thèses d'investissement-là. Et puis, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur le marché. Si vous êtes jeune, même primo-entrepreneur, jeune entrepreneur, moi, je reçois beaucoup d'étudiants. J'en avais encore avant-hier au Shaker et je les pousse à l'entrepreneuriat parce que monter sa boîte aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec monter sa boîte comme tu l'as fait il y a 7 ans, Jean, ou même il y a quelques années, Thomas et Myriam. C'est juste, tu choisis plutôt en effet ton investisseur quand ton deck est bien foutu. C'est assez fou ce qui se passe. Donc, dès que tu as quand même une idée sympa, que tu es prêt à prendre quand même des risques, l'entrepreneuriat, c'est quand même pas pour tout le monde. Et c'est du roller coaster et vous le savez bien mieux que moi.
Mais c'est chouette. Le moment et le time to market aussi pour adresser ces sujets, que ce soit, enfin, là, on n'est pas là pour la food tech, c'est top, top aujourd'hui. Je voudrais parler un petit peu réseaux sociaux avec vous et notamment sur le côté personnification. En préparant, ça a été une des questions avec vous et puis en discutant aussi avec d'autres gens qui m'ont dit est-ce que c'est une bonne chose de personnifier sa marque puisque vous êtes quand même une marque avant tout ou est-ce qu'elle doit survivre après vous? Enfin, c'est une vraie question que pas mal d'entrepreneurs se posent et donc je vous la pose notamment dans l'impact où c'est des sujets quand même de cœur. Donc toi Thomas tu t'exposes quand même pas mal. Jean, un petit peu aussi. Donc, est-ce que c'est des sujets que vous voulez porter en tant qu'individu, puis votre société? Enfin, c'est assez compliqué hein, comme question et peut-être qu'elle évolue aussi dans le temps. Thomas, tu veux prendre le lead là-dessus et puis après peut-être avoir le point de vue de Jean et Myriam? Bah, je trouve que la chance qu'on a dans nos sujets, c'est que on y croit, on aime ce qu'on fait, ça a du sens, c'est très profond en fait. Et c'est ça aussi qu'on veut générer chez nos partenaires, que ce soit nos vignerons ou nos différents clients. Et donc, c'est vrai que moi, j'aime bien en parler, j'aime bien dire ce qu'on fait, j'aime bien donner tous ces petits détails qui font la différence, qui font aussi l'impact. C'est pas juste une chose ou une autre, c'est tout un ensemble. Et je pense qu'on a besoin, enfin nous en tout cas chez OE, on a besoin de le dire, d'être présent, de communiquer là-dessus. Il faut évangéliser. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le bio, c'est pas bon, que la consigne, ça marche pas, c'est trop cher, enfin, que tout est compliqué. Et donc, il faut mettre beaucoup de simplicité, beaucoup d'humain, beaucoup d'affect. En fait, tout ça, c'est très simple. C'est plein de bon sens. Le zéro déchet, c'est facile, en fait. Tu vois, il n'y a pas de prise de tête. Ça marche, quoi. Tu vois, les invendus, etc., ça marche. Hein. Et donc, en prenant la parole, tu mets beaucoup de sourire, tu mets beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité aussi à tout ça. Je pense qu'on a la chance aussi d'avoir des causes concerts qui sont tellement énormes qu'on ne peut que être humble, mais en même temps très ambitieux avec ça. Et donc, Ouais. ça se partage bien, je pense aussi, tu vois, on peut le dire Ouais. très facilement, sans prendre le melon. Il y a une autoroute, quoi. En fait, il y a de la place pour ce que tu disais, Jean, sur la compétition. Il y a de la place, en fait. Le marché est tellement gros que tu as quand même de la place pour plusieurs acteurs et qui t'accompagneront dans une évangélisation de marché, quoi. Donc, la Oui, compétition bien sûr. fait pas du tout peur. Vas-y, Jean. Par contre, il y a de la compétition, quoi. C'est un marché comme un autre. Et tu vois, souvent les gens me disent, ouais, mais en fait, dans l'impact, vous devez tous être copains, etc. Ok Bon. sur le papier, mais en fait, en vrai, c'est un fucking marché comme un autre. Enfin, avec du sens, mais ça reste un marché. Et on bataille des contrats, on bataille des talents, on bataille des fonds. Enfin, bref. Donc, c'est une compétition qui est saine, mais il y a de la compétition. Et après, pour revenir sur le personal branding, moi, j'ai réfléchi pas mal parce que c'est toujours dur de trouver le bon dosage entre trop s'exposer, pas le faire assez, personnifier. J'ai parfois cette l'impression que tu peux saouler des gens à exister, à faire passer ta vie à faire des zooms et des talks. Donc c'est dur de placer le curseur. Moi, je l'ai fait le jour où on a basculé en B2C. Tu vois, en B2B, j'avais un peu sous-investi dans la marque, à la fois Phoenix et la marque perso, parce que c'était, bon, B2B, c'est essentiellement du bouche à oreille, de la réputation, du sérieux et tout. Et quand on a mis un pied dans le B2C avec l'appli Phoenix, mon équipe com et moi, après, on a pris conscience qu'il fallait peut-être commencer à incarner quelque chose de plus humain et tout. Une marque moins froide, moins B2B. Et donc, c'est là que j'ai commencé un peu à monter au créneau et je ne regrette pas de le faire. Franchement, ça prend un peu de temps. Moi, j'anime deux réseaux essentiellement, c'est LinkedIn et Twitter. Et le reste, j'y touche pas. Et ça prend déjà du temps, quoi. Mais je trouve que le ROI est positif. Et je me suis fixé deux règles. La première, c'est un peu comme le dit Thomas, c'est tant que l'ego est au service du projet, ça donne des situations qui sont saines. Si le projet se met au service de l'ego ou d'une ambition personnelle, c'est là que ça dérape, quoi. Donc, il faut toujours se fixer cette limite-là. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs de manière générale qui utilisent leur projet pour briller à titre perso. Il y en a encore plus dans l'impact parce qu'en général, on raconte des belles histoires et ça fait des beaux storytelling, ça fait des beaux articles de presse et avec toujours un peu le super-héros entrepreneur impact. Donc, ça attire encore plus de profils un peu narcissiques. Et donc, il faut savoir les débusquer. Et après, le deuxième truc que je voulais dire en retour d'expérience, c'est que c'est dur à déléguer quand même, quoi. Tu vois, moi, ça fait 7 ans, donc j'en ai marre, en fait, pour être honnête, de me taper Bismarck BFM pour la 50e fois et raconter la même sauce à chaque fois. Et j'aimerais bien le déléguer, mais en fait, je me rends compte que dès que tu dis, bah, ça ne sera pas moi, ça sera même le cofondateur, tu vois, ou ça sera notre directrice com, pourtant elle a le discours parfait, elle s'exprime très bien, elle connaît l'histoire. C'est son job. Et en fait, les mecs disent, bah non, Ouais. il faut du top. Enfin, ils veulent un nom, et en général, soit tu es décommandé, soit il faut comprendre que ça ne va pas le faire, soit ils décalent pour t'avoir toi. Et donc,
c'est un job, une fois que tu y es, c'est dur je trouve. Ouais. Merci de le souligner. C'est pareil. Enfin, ouais, on le voit toujours. On veut les founders, quoi. Et on veut le founder qui représente le mieux la marque. C'est intéressant, juste avant de passer la parole à Myriam. Donc, toi, tu dis plutôt LinkedIn et Twitter sur tes sources, tes canaux. Chez OE, on est pas mal sur Insta quand même. Bah, OE, la marque est pas mal sur Insta. Après, moi, plus en perso, je suis à fond sur LinkedIn et que Ouais. ça. Ouais. Un peu comme Jean, j'ai aussi ma vie et mon rythme et tout ça. Donc, c'est dur de tout tenir et d'être présent et de répondre et de faire les choses intelligemment. Donc, moi, j'ai choisi LinkedIn. Myriam, du coup, ton avis là-dessus? Ouais. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que je trouve que ce que tu dis, Jean, est très intéressant. Je me suis beaucoup posé la question et je pense que c'est très risqué de personnifier la marque. Et surtout, nous, c'est pas l'enjeu pour le moment. Pour le moment, c'est de montrer que c'est pratique de faire ses courses zéro déchet, c'est pratique de passer à la consigne, ce sont des bons produits, des produits bio. Et donc, de mettre en avant nos producteurs, le mode de consommation en tant que tel et raconter comment s'y mettre. Et on est principalement donc, sur Instagram. Parce qu'on a donc Charlotte qui fait du super contenu et sur Facebook un petit peu. Et puis après, on verra pour la suite, mais pour l'instant, c'est pas le sujet, même si j'y réfléchis. Vous avez combien de... Je crois que vous avez pas mal de followers hein, sur Insta. C'est... Ouais, ça monte petit à petit. Ouais, quasiment 20 000. Oui, c'est pareil, c'est chouette. Mais après, c'est un rythme de fou. Enfin, on en parle souvent avec Thomas parce que on est proches et c'est vrai que c'est un truc, voilà, faut y aller, quoi. Donc, merci en tout cas pour ces retours. Sujet que tu as un tout petit peu abordé, Thomas, et que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur les talents. Alors, pour quelques chiffres chez Partech, on a 3000 jobs ouverts dans le portefeuille, plus de 3000 aujourd'hui sur nos 200 boîtes. C'est absolument colossal. On a fait plus que x2 en un an. Tous les HR avec qui je discute me disent le remote n'est même plus une question. C'est-à-dire que évidemment, si tu vas être sur en remote, tout, une partie, machin, truc, mais c'est surtout que pour des talents qui sont un petit peu pénuriques, on ne trouve plus en France et donc on commence à regarder à l'étranger. Est-ce que c'est la même chose que vous constatez ou est-ce que justement parce que vous êtes des entreprises à mission, les talents toquent un peu plus à votre porte et c'est moins difficile de les attraper et d'attraper des très très bons. Je sais que vous êtes tellement fiers de vos équipes respectives. Hein, à chaque fois que j'ai discuté avec vous, c'est tellement chouette ce que vous me dites. Et d'ailleurs, c'est là où Jean, je pense que ce que tu dis est très vrai, c'est que quand tu sers l'entreprise avec ton ego, c'est cool. Et sinon, tu mets toute l'équipe derrière. Une entreprise, c'est avant tout plein de gens. Donc voilà, est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que finalement, vous portez ce truc, tout le monde le porte et ça se déroule sur les talents qui arrivent? Je ne sais pas qui veut reprendre déjà ce sujet. Thomas, vas-y. Je l'ai laissé Jean parce que je pense que Jean, tu as des soucis de recrutement plus costauds encore que nous. Nous, c'est vrai qu'on recrute chez OE à la communication, au commerce, etc. C'est vrai qu'étant Bicorp, étant entreprise à mission, étant engagé, on a un fit peut-être plus fort. Après, je pense que comme beaucoup de startups, on a aussi du mal à trouver les bons profils, avoir un vrai flux régulier, etc. C'est aussi un métier, hein, le HR. Nous, on n'est encore pas bon pour ça, pour être tout à fait franc. Et on sent qu'il faut qu'on progresse là-dessus parce que c'est une des clés aussi de vraiment réunir la meilleure équipe. Et pour le coup, là où je te rejoins, Sarah, c'est que c'est vrai qu'on est hyper heureux de travailler en équipe, on a cette chance-là. Donc, ouais, ça, c'est précieux. Nous, ce qu'on a vécu, c'est sûr que comment dirais-je, la mission, l'impact et le petit supplément d'âme qu'apporte ce qu'on a dans les boîtes de la Tech for Good, de l'impact, il fait la différence pour recruter. Hein. Nous, on a une CVTech qui déborde, ça c'est clair. On a beaucoup de flux entrants. Alors même que, et je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, on n'est pas complètement au prix du marché, tu vois. C'est ça, on essaie d'y aller, mais on a une grille de salaire qui est un peu en décrochage. On ne paye pas comme chez Alan, comme chez Miro, comme chez Blablacar, tu vois. Et pourtant, on a une équipe qui n'a rien à envier à celle de ces boîtes-là. Donc, les gens sont prêts non seulement à venir chez Phoenix ou dans l'Impact, hein, anyway, mais en plus à faire parfois un petit sacrifice de salaire, soit par rapport à leur salaire précédent, soit par rapport à celui qu'ils pourraient avoir dans des boîtes comparables de
la French Tech, quoi. Donc, et après, c'est évidemment utile dans la rétention aussi, parce que tu te poses moins de questions existentielles sur pourquoi tu viens au bureau tous les matins, parce que tu sais que ta mission est chouette et que tu as un impact très direct et très clair. Donc, pour l'attraction et la rétention, C'est quoi ton taux de turnover, Jean, si tu le connais? Je le connais pas. Je le connais pas, mais il n'est pas nul, hein, franchement, parce que le problème qu'on a dans l'impact, c'est aussi des gens qui suivent la boîte depuis longtemps, qui arrivent avec le feu sacré et qui en 2-3 ans se crament, tu vois, parce qu'ils sont tellement à bloc que. Donc, il faut. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est un sujet. Mais 2-3 ans, tu sais que c'est bien. Hein. Ouais. La moyenne, c'est 12 mois en start-up. Hein, donc, Ouais. Ouais, c'était le dernier chiffre d'Inition, je te le dis. C'était 12-18 mois. Donc on est dans le haut du panier alors. Ouais, vous êtes dans le haut du Mais panier. on n'a pas non plus un turnover nul, quoi. J'aurais pensé qu'il serait plus faible. On idéalise toujours sa boîte, mais c'est plutôt les juniors. Et c'est plutôt. Après, quand la boîte change aussi, donc tu vois, la culture évolue un peu. Donc, 220, du début, c'est quand même, c'est ça. Ouais. puis tu as le turnover qui est lié aussi au scaling en tant que tel, quoi. C'est-à-dire que les couteaux suisses du début ne sont pas ceux qui vont te faire scaler et puis passer. C'est pas la même ambiance de 0 à 50 que de 50 à 200 et puis à 250 personnes. Vous avez combien dans la team HR? Tu as une TAM, j'imagine, une Talent Acquisition Manager. Yes, ouais, ils sont 5. 5 à temps plein. 5 à temps plein. Et ça fait du bien. C'est pas trop, quoi. Et même sur le sujet tech, vous chassez sur le sujet tech, rassure-moi. On chasse. On chasse et ils sont chassés, mais en permanence. Je pense qu'ils reçoivent 2 ou 3 offres par semaine. Mais on arrive à les garder sans faire de surenchère. Ah oui, non, vos tech, mais est-ce que tu as besoin de tech? Est-ce que pour te développer, tu arrives à chasser, ils viennent... Ouais. Mais on n'a pas besoin de passer par des chasseurs, par exemple. Genre un welcome suffit, quoi. Alors que normalement, les techs, tu passes par des chasseurs et tu claques 15 à 20 000 euros à chaque recrutement. C'est pas tu vois, c'est fou. Enfin, la discussion qu'on a là, c'est incroyable. Moi, tous les HR avec qui je discute, qui ne sont pas forcément des entreprises à mission, mais il y a l'air d'une force, tu n'as pas idée. Pourtant, ils ont des belles boîtes, hein, mais du coup, c'est un vrai... Ah ouais, quand tu racontes aux mecs qu'ils vont mettre leur ligne de code au service de la réduction de gaspillage plutôt que sur un algo de trading, bah ouais. la BNP, ils sont quand même contents, tu vois. Myriam, même sentiment chez toi? Si vous êtes nous, on est plus petits, on recrute depuis peu et oui, on a toujours eu des candidatures spontanées essentiellement liées au fait qu'on est une boîte à impact. Et pour l'instant, on va plutôt chercher les gens et on est dans cette phase d'entreprise où il nous faut des couteaux suisses et des moutons à 5 pattes et des gens qui ont le feu sacré et qui ont une envie entrepreneuriale assez forte et qui savent tout faire, même s'ils cherchent à se spécialiser dans quelque chose. Et donc, pour l'instant, on est plutôt proactif dans la recherche des talents. Trop bien. De toute façon, vous mettrez à la fin là, vos emails s'il y a des gens qui sont intéressés et qui écoutent. Il y a d'ailleurs une question pour toi, Myriam, d'un des participants. Bonjour, j'aimerais savoir comment se passe la récupération des contenants par l'intendance. Puis ensuite, qui gère le nettoyage, puis le retour vers le producteur qui réutilise le contenant. Et comment cela impacte en pourcentage le coût d'achat des produits pour le consommateur? Beaucoup de questions. Ouais. Alors, donc, tous les produits déjà ne sont pas dans des contenants consignés parce qu'autrement, ce serait trop lourd et ce serait un peu une aberration écologique. Donc, les produits secs sont dans des papiers craft recyclés biodégradables et les produits liquides, humides ou pâteux, comme l'huile d'olive, le vinaigre blanc, le dissolvant, la bière, etc., sont dans des bocaux, bouteilles, flacons que le client peut garder sans frais additionnels ou nous retourner et rembourser 1 € par contenant rendu. À Paris, c'est le coursier, lorsqu'il dépose la livraison N+1, qui récupère les contenants des commandes N-1, N, voilà, et qui nous les apporte à l'entrepôt. Et à ce moment-là, nous, on les scanne et on crédite 1 € par contenant récupéré sur le compte client du client. Et ensuite, pour le lavage, il y a 2 manières de procéder. Soit on travaille avec une entreprise comme OE et on lui redonne les bouteilles pour qu'elle s'occupe du lavage. Soit on s'occupe nous-mêmes du lavage, donc on paletise, on classe et puis on envoie à une entreprise spécialisée dans le lavage qui nous lave nos contenants. Comment ça impacte le coût pour le consommateur? Justement, en fait, on s'est aperçu au départ que si on adoptait un modèle où il fallait incrémenter le prix d'achat du prix de la consigne, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'il fallait qu'on s'aligne sur les prix du marché pour que le vrac et la consigne ne soient pas perçus comme trop cher pour le consommateur moyen. Donc, pour l'instant, on prend à notre charge, on prend sur nos marges, et donc ça n'impacte pas le panier moyen du client. C'est tout bénef.
Mais je te prends un exemple très bête. J'achète du lait avec toi, donc tu me le livres avec ton contenant. J'ai besoin de lait. Comment je fais du coup? Je te rends le contenant et tu me relivres après? Alors, déjà, tu passes une commande pour t'acheter du lait. Et puis, si tu as fini le lait d'avant, tu peux le rendre au coursier. Et si tu n'as pas fini le lait d'avant, tu le gardes, tu le vides à ton rythme et tu me le rendras quand tu auras terminé. Ah d'accord, donc je rachète un contenant en fait et je te rends, tu Oui, oui, c'est récupères pas ça. le contenant pour remettre dedans et pour me Non, renvoyer. non, non, bien sûr que non. Ce serait D'accord. pas. Ouais, absolument. Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Bon, je pense que Et ça notre, répondait bien avec ça. Ouais, vas-y. et notre enjeu, justement, c'est de nous approcher des consommateurs pour pouvoir leur faciliter le retour des contenants pour être une solution qui soit pratique pour les clients qui sont à Marseille, à Lyon et dans des zones moins denses Bah oui, urbaines. c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les coursiers, ils sont à Paris, dans les grandes villes, c'est ça? Les coursiers sont à Paris, oui, enfin, pour l'instant à Paris et les communes limitrophes. Et puis on est en train de lancer bientôt notre ville. Et du coup, ils se déplacent comment? C'est peut-être Ils une sont question. en vélo cargo. Donc on Ok. travaille avec Olvo, qui est une structure une coopérative de cyclo-logistique avec des Olgo? vélos Olvo, Olvo. OLVO. Ok. Et en fait, c'est des coursiers qui faisaient partie des premières boîtes de delivery et qui sont aperçus progressivement de la dégradation des conditions sociales des coursiers et qui ont décidé de se syndiquer en coopérative et voilà, qui tournent sur tous les postes et ils sont vraiment super. Ben, du début à la fin, vous êtes tous engagés sur tous les sujets. C'est En juste fait, tellement impressionnant, quoi. c'est Non, un peu mais de c'est bon chouette. sens et Ouais, tu ouais, mais c'est ce creuses que et fait tu trouves des Thomas. solutions. Ouais. C'est juste du bon sens et en fait, les solutions, il y en a et elles ne sont pas forcément plus chères Non, ou plus complexes à mettre en place que les solutions j'achète sur Amazon, quoi. Enfin, bon. elles peuvent être un peu plus complexes, mais bon, tu trouves des solutions. Ok. Du coup, question sur l'ambition de vos trois projets respectifs. C'est quoi la suite, les gros enjeux pour demain, pour l'année qui arrive, en tout cas, pour OE, Phoenix et du coup l'intendance? Peut-être vas-y, Jean. Allez, j'y vais, je me lance. Nous, on vient de passer un gros challenge qui était le. Moi, comment dire, j'ai changé une bonne partie de mon COMEX là, D'accord. quasiment tout le C-level. Et c'était pas une mince affaire, c'était un truc important à faire parce que tu vois, au bout d'un cycle de 3, 4, 5, 6, 7 ans, tu as des gens qui soit se démotivent, soit sont plus tout à fait au niveau de ce qu'on est devenu et où se reconnaissent plus dans ce que va devenir la boîte. Donc, ça, je suis content d'avoir mis ça derrière moi. Maintenant, on a une super équipe qui est soudée. Et après, la question, alors le challenge pour nous, c'est l'international et donc l'Europe, quoi, grosso modo, et éventuellement la voie de la croissance externe. Tu vois, je pense que chaque fois qu'on lance un pays, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, on se pose la question du make or buy. Donc, est-ce qu'on repart de zéro et qu'on recrée une équipe, etc., ou est-ce qu'on rachète un petit concurrent existant pour avoir déjà une assise de chiffre d'affaires et d'impact? Et donc, je pense qu'on va faire de cette stratégie-là une stratégie D'accord. assez assumée. Donc voilà, apprendre à identifier les cibles, à les acheter, à les intégrer proprement et pour gagner du temps. Donc, il va y avoir des ouvertures de jobs en M&A chez Phoenix, quoi. En tout cas, ouais, probablement. Et se Ok. poser la question du financement aussi derrière ça. Bah ouais. Moi-même, je ne sais pas, tu vois, si j'ai envie de refaire un troisième tour ou si j'en reste là. Ok. Donc, on est en train de arbitrer tout ça en interne. Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine ou est-ce qu'on utilise intelligemment notre trésor de guerre pour Pour le faire, le sans faire? vous diluer de Sans nouveau. diluer plus et sans repartir sur un nouveau cycle trop Trop long. long. Ouais. C'est ça, hein, enfin, tu confirmes toujours 6 mois de levée. Enfin, c'est un truc. Ouais, mais il y a le process en soi qui prend facile 6 à 9 mois. Peut-être un peu plus vite après quand tu as des chiffres qui tournent et que tu as l'habitude de le Ouais. faire. Donc, mais après, c'est juste que tu vends un plan et que tu te réengages sur 5 ans, quoi. Plus éventuellement derrière un earn-out, etc. Donc, bon. Ouais, je vois. Voilà, c'est ça Ok, les l'arbitrage. sujets du moment. Ouais, Bah, merci de nous les avoir partagés aussi honnêtement, hein, franchement. C'est non, cool. mais t'inquiète, c'est cool. Myriam, du coup? Nous, notre enjeu pour cette année, c'est d'aller beaucoup plus vite. Là, par exemple, on voit qu'il y a une accélération sur notre impact plastique. Aujourd'hui, on a 7 tonnes de plastique évitées par les commandes de nos clients. Et sur les consignes, on a récupéré, juste sur la semaine dernière, on a récupéré 1000
Donc, l'enjeu, c'est d'accélérer à ce niveau-là. Et pour accélérer, il faut qu'on en ajoute le nombre de références disponibles et qu'on puisse nous développer partout en France. Donc, nous, notre objectif cette année, c'est d'être l'acteur qui démocratise les courses consignées sans plastique partout en France. Ok, trop bien. Et Thomas, côté, du coup, nous, le gros enjeu, c'est commercial et consigne. L'un va avec l'autre. Et puis, utiliser toute cette matière pour créer des belles choses pour nos vignerons. Mais vraiment, les deux gros sujets, c'est déploiement commercial, tenir le rythme, et puis aussi tenir toutes les appros, etc. Bien faire en sorte de bien servir tous nos clients. Et puis tisser des belles relations aussi, qui ne soient pas que logistique, commerce, tout ça, mais qui nous permettent de convertir nos clients, d'évangéliser et de passer nos clients à la consigne, au zéro déchet, etc. On aime bien être cet acteur-là aussi on place nos vins, voilà, et après on dit en fait nos vins on peut les consigner, hop, et puis on détricote le truc et puis on rend des choses possibles chez les autres, quoi. J'aime bien être ce petit trublion aussi qui génère ça. ouais, c'est un peu ton plan B, quoi. C'est le truc que tu voyais pas et finalement tu le places comme ça, quoi. Question juste sur la régulation, sur ces sujets. Est-ce que le côté réglementaire, franchement, pour toi, on n'en a pas du tout parlé, est-ce que ça apporte à vos business? Est-ce que vous voyez que ça bouge au niveau service public, quoi, et nos politiques publiques sur le sujet de la consigne, de la valorisation des invendus, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place ou qui sont déjà en place qui vous ont aidé? Franchement, je suis très contente d'avoir vos retours là-dessus, si vous pouvez nous éclairer. Vas-y, Myriam, tu as l'air dubitative. Je suis en mute. Alors, nous, sur le sujet, en fait, il y a la réglementation qui est liée au vrac, donc, sur lesquelles les associations font un super travail. Par exemple, il y a des produits qu'on ne pouvait pas vendre en vrac, comme les produits avec une appellation contrôlée, comme le sel de Guérande, le riz de Camargue, etc. Donc ça, il y a le travail de réseau vrac qui fait que petit à petit, on peut. Mais le sujet principal sur le vrac, c'est que la Convention citoyenne pour le climat voulait imposer aux distributeurs et aux producteurs de proposer une part des produits qui sont disponibles en vrac dans les grandes surfaces et aux centrales d'achat. Et le fait est que ce n'est pas passé pour l'instant. Donc, on est sur un objectif 2030 de consacrer 20% des surfaces, enfin des grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés dédiées à la vente sans pré-emballage. Mais donc, pour l'instant, c'est ni contraignant ni encourageant pour nous. C'est juste un sujet qui revient régulièrement et qui donc fait que les clients s'y intéressent et s'y essaient. Et sur la consigne, pareil, la Convention citoyenne pour le climat préconisait des machines de déconsignation dans les grandes surfaces. Pour l'instant, ce n'est pas mis en place, mais donc c'est plutôt les consommateurs qui font le changement, les associations et les acteurs, les acteurs économiques. Ok, ça marche. D'autres retours là-dessus, Jean? Pour compléter, nous, sur la filière vin, par exemple, elle a vraiment mis un gros frein lié à la loi climat sur le sujet de la consigne. Et je trouve ça assez fou, en fait, voire triste, quoi, de voir ce qu'on a dans les mains et on peut en faire des belles choses. Et en fait, on freine. Bon. Mais quelque part, c'est un accélérateur pour nous parce que du coup, on est les seuls et donc commercialement, voilà, c'est un bon axe commercial, mais c'est trop dommage, quoi. Ouais, ça bouge pas assez vite, quoi. Vas-y, Jean. Non, mais nous, moi, ce que je peux dire, c'est que la régulation nous a pas mal aidé. Ouais. Et ça fait partie du rôle de first mover que j'évoquais. On a aussi poussé pour que ça sorte. Donc, une fois que ça sort, ça bénéficie à tout l'écosystème, y compris aux concurrents. Donc, tu vois, ça fait partie du travail que tu vas porter en tant que pionnier et tu vas le faire pour tes petits copains. Et donc, nous, juste en 2 mots, on a eu à la fois un dispositif incitatif sur le don alimentaire et la gestion des invendus. C'est-à-dire qu'il y a une récompense fiscale pour les magasins, les enseignes qui donnent leurs invendus, et qui a été un bon levier pour nous. Et puis, il y a un volet répressif, qui est une loi anti-gaspillage qui est sortie en 2016, donc 2 ans après qu'on se lance, et qui interdit le gaspillage alimentaire dans la distribution de 400 mètres carrés et plus. Donc, en gros, ça a pas mal porté notre activité quand même. Donc, une régulation, quand on prend le temps de la faire émerger en sa faveur, c'est quand même assez puissant. À côté des batailles qui se jouent en France, des batailles qui se jouent à la Commission européenne, donc tu ne maîtrises pas toujours tout, mais... Vous avez quelqu'un en interne qui fait que ça, qui fait du lobbying ou pas? C'était part of my job pendant quelques années, et maintenant on a quelqu'un en affaires publiques, à temps partiel, enfin à mi-temps. Ouais, comme pas mal de boîtes qui changent Ouais. la donne sur un marché, tu es obligé, quoi. Ouais.
Ok. Et c'est juste ces régulations, c'était avant que tu lances, notamment sur l'interdiction de La jeux de fiscalité, elle existait avant qu'on arrive. C'est la loi Coluche, quoi, sur la loi mécénat. En gros, tu donnes pour 1 000 euros, tu peux défiscaliser jusqu'à 60%. C'est pareil pour les entreprises. D'accord. Ça existait avant. Et par contre, la loi Garot contre le gaspillage alimentaire, nous, on s'est créée en mars 2014 et elle a été mise en vigueur en 1er janvier 2017. Et D'accord. Ok. après, quoi. Ouais. Après. Mais tu vois, on s'est lancé presque trop tôt, du coup. Ouais. Par rapport à un time to market qui aurait été idéal, on s'est lancé presque 1-2 ans trop tôt. Mais c'était le temps de se roder, c'était bien. C'est prêt, quoi. Une fois que la régulation est arrivée, On c'est était ça, là. hein, souvent, d'être pionnier avant qu'une régulation tape le truc. À qui tu penses, quoi, et à qui les investisseurs pensent, Ouais. à qui, quand tu vas pitcher ton truc, en fait, il n'y en a qu'un. C'est les gars qu'on cravaché depuis 2-3 ans. Ouais. C'est ça la beauté, tu vois. Tu disais, préfère être follower, et je comprends. Enfin, franchement, je pense que c'est une situation qui est très difficile d'être pionnier. Et en même temps, si tu en es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as eu ces moments. Tu sais, c'est toujours C'est le. clair. C'est comme les running-cars Ouais. sur le permis voiture. Là, Exactement, enfin, avec le nombre de procès qu'ils ont essuyés et tout. Et Ouais. finalement, ils sont là, quoi. Ils sont tout seuls, quoi. Donc, Yes. ok. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de l'heure qui nous était consacrée. Je voulais vraiment vous remercier et d'avoir répondu avec tant d'honnêteté sur vos business respectifs. C'est hyper sympa. Ce que je vous propose peut-être, c'est de mettre votre email dans le chat si vous le voulez bien. Si les participants veulent, du coup, la vingtaine de participants qui étaient là veulent vous poser des questions plus en one-one. Donc, vous pouvez le mettre dans le petit chat. Moi, je vais vous mettre aussi le mien. Et puis, question consigne. On avait des derniers. C'est Myriam qui est en train de répondre. D'accord. Attends, fais gaffe, Myriam, tu as répondu juste aux panélistes. Donc, il y avait une question de Damien sur question consigne. Où sont les réticences les plus importantes côté client, distributeur ou producteur? Et donc, Myriam, tu as répondu réticence consommateur sur l'adoption. Réticence consommateur sur l'adoption, après la réticence distributeur sur l'application et la réticence grand groupe sur ne pas faire du greenwashing, donc plutôt s'assurer que ça peut être déployé à grande échelle et donc changer les lignes de prod, les lignes de conditionnement et s'assurer qu'on peut laver sur un grand nombre de cycles de lavage les contenants en évitant les fêlures et donc sans avoir à investir de manière conséquente dans du nouveau verre qui soit plus épais, des casiers, etc. Donc, en fait, il y a des complexités un peu sur les trois aspects, mais tout le monde s'y met et tout le monde cherche. Super. Merci beaucoup d'avoir pris la dernière question. Du coup, Thomas, on te souhaite une super conf derrière puisque tu enchaînes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Jean. Merci, Myriam. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les trois une super journée et merci à tous les participants ce matin qui ont été là. Téléchargez l'appli surtout. Bah oui. Merci. Allez, merci. Bonne journée.